Les forces armées maliennes ont neutralisé dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 janvier une trentaine de terroristes qui avaient attaqué la ville de Nioro du Sahel. La hiérarchie militaire s'est rendue sur place aujourd'hui pour remonter le moral des troupes. Le commandant par intérim du théâtre sud de l'opération Maliko a félicité les FAMA et salué la collaboration de la population. Et dans le grand format ce soir, nous nous intéressons à l'insertion socio-professionnelle des personnes vivant avec un handicap. Les autorités de la transition ont pris plusieurs mesures dans ce sens, parmi lesquelles l'adoption d'un décret qui leur consacre 15% des intégrations dans la fonction publique par voie de concours. Une décision très appréciée par les différentes fêtières des personnes en situation de handicap. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans cette édition que nous débutons par le Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Et avec nous sur ce plateau, Mahamadou Kone. Bonsoir Mahamadou Kone. Bonsoir Mariam. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le communiqué du Conseil des ministres, c'est avec vous. Nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de loi portant modification de la loi numéro 2011-014 du 19 mai 2011 portant Code de l'aviation civile. La loi numéro 2011-014 du 19 mai 2011 portant Code de l'aviation civile intègre dans la législation nationale les dispositions des conventions, résolutions internationales, règlements internationaux et sous-régionaux relatifs à l'aviation civile. À l'application, le Code de l'aviation civile a révélé des insuffisances liées à l'évolution du contexte national, sous-régional, régional et international de l'aviation civile, notamment les amendements des annexes à la Convention de Chicago, les amendements du Code communautaire de l'aviation civile de l'UEMOA, les recommandations issues des audits de sécurité de l'OACI, les pratiques de l'industrie du transport aérien. Il est donc apparu nécessaire de procéder à la modification du Code de l'aviation civile pour corriger les insuffisances constatées. Le projet de loi adopté permet d'adapter le cadre législatif national de l'aviation civile aux normes régionales, sous-régionales et internationales, en prenant en compte les nouvelles règles et exigences découlant des engagements internationaux et communautaires souscrits par le Mali. B. Un projet de décret portant modification du décret numéro 2022-0142 PTRM du 11 mars 2022 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction générale des transports. C. Un projet de décret portant modification du décret numéro 2023-0085 PTRM du 10 février 2023 portant création des services régionaux et subrégionaux des transports. La Direction générale des transports a été créée par l'ordonnance numéro 2022-08 PTRM du 11 mars 2022 avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de transport routier, ferroviaire, maritime et fluvial et d'assurer la coordination et le contrôle technique des services extérieurs, des services régionaux et subrégionaux, des services rattachés ainsi que des organismes publics et privés qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. Pour exercer ces attributions, la Direction générale des transports s'appuie sur les services extérieurs dénommés entrepôts maliens dans les ports de transit. Ces ports de transit créés par les accords et conventions signés entre le Mali et les différents pays de transit de marchandises à destination du Mali. Dans le but de mieux gérer le trafic des marchandises au niveau de certains postes frontaliers, des structures locales dénommées antennes ont été créées en 2005. Ces structures situées à l'intérieur du pays étaient rattachées aux entrepôts maliens situés à l'extérieur. Pour assurer un meilleur fonctionnement et une plus grande efficacité dans l'exécution des missions assignées à la direction,
il est apparu nécessaire de créer dans les régions administratives abritant les corridors un service technique subrégional sous la dénomination de Bureau local des transports en lieu et place des différentes antennes. Le projet de décret adopté vise à prendre en compte les bureaux locaux des transports qui relèveront désormais de l'autorité technique des subdivisions des transports. 2. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret portant approbation du schéma directeur d'urbanisme de la ville de Kéniéba et environ. La ville de Kéniéba, chef-lieu de la commune rurale et du cercle du même nom, couvre une superficie de 1244 hectares avec une population estimée à 17 534 habitants en 2022. L'extension de la ville, l'ampleur des activités socio-économiques menées et l'arrivée à terme du schéma d'aménagement et d'urbanisme approuvé en 2000 ont rendu nécessaire l'élaboration d'un schéma directeur d'urbanisme en vue de permettre son développement harmonieux à court, moyen et long terme. Ce schéma détermine les orientations fondamentales du développement et de l'aménagement de la ville de Kéniéba et environ. Il fixe la vocation première des sols ainsi que les perspectives d'évolution de la ville et définit les principes de son organisation en matière d'habitat, d'activités, de voiries et de réseaux divers de grands équipements, y compris le traitement des problèmes environnementaux. Le projet de décret adopté permettra à la ville de Kéniéba et environ de disposer d'instruments de planification et de gestion de son développement sur les 20 prochaines années. B. Un projet de décret fixant les prix de cession et les redevances des terrains urbains et ruraux du domaine privé et immobilier de l'État à usage commercial, industriel, artisanal, scolaire, de bureaux, d'habitation ou assimilés. Dans le souci de faciliter l'accès à la propriété de manière équitable, le gouvernement a décidé par l'ordonnance numéro 14 CMLN du 6 mars 1975 de fixer les prix de cession des terrains domaniaux sur l'ensemble du territoire national en fonction de leur usage, révisable tous les 10 ans. À la faveur de l'adoption de l'ordonnance numéro 2020-014 PTRM du 24 décembre 2020 portant loi domaniale et foncière, le seul acte de propriété qui est désormais délivré au Mali est le titre foncier. Les détenteurs des titres provisoires délivrés avant l'adoption de la dite ordonnance doivent les transformer en titres fonciers. Les titres provisoires constituant les actes de propriété de la plupart des parcelles, leur transformation en titre foncier peut constituer une contrainte pour le pouvoir d'achat du citoyen. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de faciliter les conditions d'accès aux titres fonciers, notamment par la réduction des prix de cession et des redevances. Le projet de décret est adopté dans ce sens. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 3e édition de la Semaine de la Justice 2024-2025. Dans le but de rapprocher davantage la justice des justiciables et de promouvoir un service public de la justice plus efficace et plus performant, de nature à restaurer la confiance des citoyens et des justiciables, le gouvernement a décidé d'institutionnaliser la Semaine de la Justice. La 3e édition de cette semaine, qui se déroulera du 13 au 18 janvier 2025 à Bamako, Kayes et Mopti, sera marquée par plusieurs activités, notamment la tenue de la première formation collégiale au niveau du pôle national économique et financier, le lancement du logiciel de gestion des dossiers judiciaires par le garde des Sceaux, la conférence sur le rôle des ordres professionnels dans la distribution de la justice, la sensibilisation sur l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. 2.
Le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a informé le Conseil des ministres de la célébration de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Instituée par le décret numéro 2023-014 PTRM du 13 janvier 2023, la Journée nationale de la souveraineté retrouvée est célébrée le 14 janvier de chaque année en souvenir de la grande mobilisation patriotique du peuple malien pour défendre la patrie et dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA. La célébration de cette 3e édition intervient dans un contexte marqué par la consolidation du recouvrement de l'intégrité pleine et entière du territoire national, l'adoption par le gouvernement du programme national d'éducation aux valeurs, le renforcement de la souveraineté énergétique et économique du Mali, le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO et la création de la Confédération des États du Sahel. La Journée nationale de la souveraineté retrouvée, prévue le 14 janvier 2025, sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national avec la participation des communautés africaines vivant au Mali, ainsi que dans les représentations diplomatiques du Mali à l'étranger. Elle sera marquée par plusieurs activités, notamment la montée des couleurs, la tenue de conférences sur la notion de patriotisme à Bamako et dans les régions, les leçons modèles sur la souveraineté et la culture dans les écoles. 3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment A. par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, B. par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Mariam Koné, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 8 janvier. Merci beaucoup, Mahamadou Koné. Et carnet d'audience du président du CNT ce mercredi 8 janvier 2025. Le général de corps d'armée Malik Diaw, président du Conseil national de transition, a reçu en audience l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela et celui du Japon. Avec ces deux personnalités, il a été question de renforcement de la coopération parlementaire, mais aussi et surtout de développement dans le contexte de souveraineté et de refondation amorcée par le Mali. Le Japon et le Venezuela s'engagent aux côtés des autorités de la transition pour aider le Mali à relever les défis du moment. Le résumé avec Tamsir Diabaté. Au cours de cette audience, il a été surtout question de renforcer les relations de travail entre les deux parlements, celui du Venezuela et du Mali, afin de conforter les dites institutions parlementaires. Bueno, hay una relación entre Venezuela y Mali. Nous avons de bonnes relations avec la République de Mali. C'est une relation de gouvernement à gouvernement. Ils sont très intéressés de construire la relation interinstitutionnelle, le Parlement du Mali et le Parlement du Venezuela, et de construire des relations très flexibles, très amiables. Et cette réunion, c'est dû à la construction pour renforcer aussi la coopération et la relation interparlementaire. On est en train de constituer le groupe d'amitié parlementaire Venezuela-Mali. Estamos constituyendo el grupo de amistad parlamentaria Venezuela-Mali. Dans le carnet d'audience du président du Conseil national de transition s'affiche celle de l'ambassadeur du pays du soleil levant, le Japon. Oui, le Japon, à travers son ambassadeur, salue et apprécie le nouveau départ du Mali. Le Japon est toujours un ami du Mali. Et je voudrais toujours accompagner le Mali qui essaye de faire la refondation pour avoir le Malicula. Le plus important, c'est la population. Le Japon aussi, il y a 150 ans, le grand retard de la technologie vis-à-vis des pays occidentaux. Et le Japon a décidé de se développer, industrialiser, moderniser. Mais les Japonais ne pouvaient pas assumer ou mettre en œuvre de la décision. C'est pour cela que le Japon a fait venir beaucoup de conseillers étrangers en payant très cher.
Et en même temps, le Japon formait des jeunes au Japon, à l'étranger. Et au bout de 3 ans, 5 ans, 7 ans, ils sont revenus au Japon et ils remplaçaient des conseillers étrangers. Et à l'issue de cette audience, les deux personnalités se sont offerts des cadeaux de nouvel an, des actes qui annoncent des perspectives nouvelles en matière de coopération interparlementaire entre le Mali et le Japon. Et nous en venons au grand format de cette édition. Pour plus d'inclusivité dans la construction des Mali nouveaux, les autorités de la transition ont pris plusieurs mesures pour une plus grande implication de toutes les couches sociales du pays. Parmi ces mesures, l'adoption des décrets par le président de la transition qui consacre 15% des intégrations dans la fonction publique aux personnes vivant avec un handicap par voie de concours. Cette mesure a permis aujourd'hui d'ouvrir des opportunités aux personnes en situation de handicap et favoriser leur insertion sociale. Mamadou Fane, reportage. La Constitution du Mali du 22 juillet 2023 garantit le respect des droits humains, en particulier ceux de la femme, de l'enfant et de la personne vivant avec un handicap. C'est dans cette optique qu'un décret a été pris par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, octroyant un quota de 15% du recrutement dans la fonction publique aux personnes en situation de handicap. Il avait été adopté la loi 2018-027 du 12 juin 2018 relatif aux droits des personnes vivant avec un handicap. Et en 2021, avec le gouvernement de transition, le président a pris un décret d'application de cette loi. Et l'article 27 du décret numéro 2021-662 PTRM du 23 septembre 2021 fixe les modalités d'application de la loi précitée. Et dans l'article 27 de ce décret, il est clairement dit que les personnes vivant avec un handicap font le concours d'entrée à la fonction publique. Alors, à chaque recrutement de la fonction publique de l'État et des collectivités, on réserve un quota de 15% aux personnes vivant avec un handicap sur la base de l'égalité avec les autres candidats. Ce quota s'applique aux personnes vivant avec un handicap ayant concouru et qui ont obtenu au moins 10 de moyenne. Cette mesure a été bien accueillie par les personnes en situation de handicap car plusieurs de leurs membres ont été recrutés dans la fonction publique. Avec ce décret, en 2022, il y a eu un concours d'entrée à la fonction publique. Les personnes vivant avec un handicap ont postulé et il y a eu l'intégration de 62 personnes vivant avec un handicap. Il y avait une intégration à titre exceptionnel et le président de la transition a octroyé 42 places aux jeunes diplômés avec un handicap. Donc en 2022, il y a eu 604 jeunes diplômés qui ont intégré la fonction publique. Pour la première fois, le mot handicap apparaît dans la Constitution. C'est à mettre à l'actif du président. Et nous sommes 4 au Conseil national de transition. Vraiment, c'est une première dans l'Afrique. Puis ce décret a été pris en charge, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de personnes handicapées sont en train d'être prises en compte et qui sont en train de travailler pour être autonomes. Cependant, cette mesure doit être étendue à tous les secteurs d'activité selon nos interlocuteurs. Nous voulons demander aux EPA dans le secteur privé de prendre un quota chaque année pour les personnes vivant avec handicap. Parce que le nombre de diplômés handicapés, ils sont très, très nombreux. Grâce à cette action, les personnes handicapées, de manière générale, qui ont bénéficié de cette mesure, sont en train d'être des exemplaires au sein de la société. Je pense qu'au sein des différents services, ils sont bien accueillis parce que tout le monde commence à comprendre que les personnes handicapées ne sont pas des personnes à marginaliser, mais plutôt des personnes avec qui il faut composer pour faire la société. C'est d'étendre cette mesure également au niveau de la magistrature. Ces jeunes se voyaient voués à la mendicité. Mais grâce à la clairvoyance du général d'armée, aujourd'hui, vous allez sillonner les rues de Bamako. Je ne dirais pas que vous n'allez pas voir de personnes vivant avec un handicap,
mendier, mais c'est peu. Par cette mesure, les autorités de la transition marquent ainsi leur engagement de faire participer tous les citoyens dans la construction du Mali nouveau. C'est une mesure en faveur des personnes handicapées pour promouvoir leur insertion socio-professionnelle. Je pense que cette mesure, qu'on va qualifier de mesure présidentielle, est importante parce qu'elle permet au moins donc, de ne laisser personne de côté. Et parlons à présent de l'attaque djihadiste lundi soir sur la ville de Nioro du Sahel. Une trentaine de terroristes tués et côté ami, un militaire a perdu la vie. C'est le bilan de cette attaque terroriste. Le commandant par intérim de l'opération Maliko, colonel-major Mamadou Souleymane Koné, s'est rendu ce matin dans la cité religieuse pour apporter les félicitations de la hiérarchie militaire. Il a invité les FAMA à plus de vigilance et à saluer la collaboration de la population dans la lutte contre le terrorisme. Le commentaire de Abdoulaye Sako avec le concours de Moussa Diakité. Malheur aux vaincus. Vaillez victis. Au lendemain des combats, les corps des terroristes jonchent encore le sol. Dans la nuit du 6 janvier 2025, aux environs de 21h30, des hommes armés infiltrés dans la ville qui avaient certainement hâte de rencontrer l'ange de la mort ou de goûter au repos promu par le général de corps d'armée Sadio Kamara se sont attaqués à certains points sensibles de la ville de Nioro du Sahel. Il s'agit du gouvernorat, de la gendarmerie, de la douane et du scanner de péage. La riposte des forces armées maliennes a été prompte et cinglante. Le bilan provisoire fait état d'une trentaine de terroristes tués, des matériels de guerre et des motos récupérés. Juste après cette promptitude des forces armées maliennes, le commandant de zone de la région militaire numéro 3 s'est rendu sur le terrain. Le colonel-major Mamadou Koné a eu au nom de la hiérarchie militaire les mots justes pour féliciter et encourager les hommes pour ce professionnalisme. Une visite aujourd'hui à Nioro du Sahel, c'est pour venir au nom de toutes les autorités militaires, au nom de toute la hiérarchie, féliciter, encourager ces hommes qui, il y a 48 heures, ont remporté une victoire éclatante sur l'ennemi. Les inviter à plus de cohésion, à plus d'engagement et surtout à plus de vigilance. Car lorsque vous infligez une telle correction à l'ennemi, il est naturellement animé d'un esprit de revanche. En outre, nous les invitons à coopérer davantage avec les populations civiles qui constituent le cœur de toutes nos actions et qui sont notre centre de gravité. Nous avons trouvé des hommes sur place très motivés, très engagés, très rompus à la tâche et surtout qui croient en eux-mêmes, qui croient en leur chef et qui croient en la victoire finale contre le terrorisme. Le moral de la troupe est au zénith après une telle victoire. Malheureusement, au cours des combats, les FAMA ont perdu un de leurs tombés les armes à la main. Au nom de la nation malienne et de la hiérarchie militaire, un hommage à la dimension de son héroïsme lui a été rendu. Et ce message de félicitations et de solidarité du collectif pour la défense des militaires à la population de Nioro du Sahel. Le CDM présente ses condoléances les plus attristées à la famille du soldat tombé héroïquement, les armes à la main. Le CDM félicite la population de Nioro du Sahel pour sa vigilance et sa coopération exemplaire avec nos forces armées. Le CDM appelle tous les Maliens à suivre cet exemple en soutenant les FAMA, dénonçant sans relâche et sans amalgame tout complice interne ou externe et en demeurant unis face à ses ennemis de la paix et de la stabilité. Reconnaissance de la nation pour le compte de la grande chancellerie des ordres nationaux du Mali. 32 récipiendaires issus des rangs des retraités et d'autres encore en service ont reçu des médailles. Ils ont été élevés au grade d'officier, chevalier de l'ordre national et du mérite national avec effigie Abeille Boubacar Bablé Touré. 8 janvier
2025, une date qui restera gravée à jamais dans les mémoires de ces 32 récipiendaires reconnus pour services rendus à l'État. Composés d'hommes et de femmes à la retraite ou en service, ils sont issus des forces armées et de sécurité, des médias ainsi que d'autres structures. Ces récipiendaires ont été élevés par la grande chancellerie des ordres nationaux du Mali, respectivement au grade d'officier de l'ordre national, chevalier de l'ordre national et du mérite national avec effigie abeille. Votre présence en ces lieux témoigne de la reconnaissance de la nation pour le sacrifice au quotidien consenti par chacun de vous pour le Mali. Cette reconnaissance se fonde sur vos qualités intrinsèques d'hommes et de femmes voués tout entier à la dignité et à l'épanouissement de notre pays. Émus, les heureux médaillés placent ce geste de reconnaissance de la nation sous 4 signes. Le bonheur, oui, nous sommes heureux d'avoir été distingués pour notre engagement de tous les jours. Fierté, nous sommes fiers d'arborer cette médaille qui est un témoignage de la bonne impression que les autorités ont eue sur nous. La reconnaissance, nous sommes reconnaissants envers celui qui, dans sa gestion lucide du pays, distingue les méritants et les encourage à faire plus et mieux pour le Mali. Humilité. Nous sommes conscients d'être parmi les chanceux de cette année et que de très nombreux Maliens mériteraient de porter cette médaille comme nous. La cérémonie de remise des médailles aux récipiendaires s'est déroulée en présence des parents, amis et familles venus partager ce moment combien important de la vie d'une personne. Félicitations aux récipiendaires. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a présidé l'ouverture des travaux de la 2e session du comité de pilotage du projet d'appui à l'approvisionnement en eau potable et assainissement résilient au changement climatique et au Covid-19. Le coût de réalisation s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA. Youssouf Diakité, Djeli Makanjabati pour plus de détails. Le projet d'appui à l'approvisionnement en eau potable et assainissement résilient au changement climatique et à la Covid-19 fait le bilan de l'exercice 2024. C'est à la faveur de la 2e session de son comité de pilotage. Il s'agit globalement pour le projet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires dans les régions de Kayes et Koulikoro. Le projet lui-même s'articule sur 3 composantes. La première composante, ça, c'est des investissements qui doivent être réalisés tout de suite. Et ça concerne la création de 2 villages modernes, en même temps la construction des latrines et faire la sensibilisation dans le cadre de la Covid-19 et amener des kits et des équipements. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau qui a ouvert les travaux a insisté sur la programmation minutieuse des activités du projet en vue de l'atteinte des objectifs recherchés. Le Mali s'est engagé l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030, conformément à la vision africaine de l'eau et aux objectifs de développement durable. À cet égard, il me plaît de rappeler l'importance et la priorité que les plus hautes autorités de notre pays accordent au secteur de l'eau, à commencer par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a consacré les 2 tiers de ses fonds de souveraineté aux œuvres sociales, notamment à la réalisation et à la mise à disposition de plus de 400 forages au profit des populations sur toute l'étendue du territoire. Le projet d'appui à l'approvisionnement en eau potable et assainissement résilient au changement climatique et à la Covid-19 est financé par la Banque africaine de développement et le gouvernement du Mali. Et le Mali renforce son engagement dans la lutte contre le changement climatique en lançant officiellement un atelier national dédié à la mise en place d'un système intégré de mesures, rapportage et vérification. Ce mécanisme essentiel pour le suivi des émissions de gaz à effet de serre et la réalisation des objectifs climatiques s'inscrit dans le cadre de la 2e contribution déterminée au niveau national et en conformité avec les exigences de l'accord de Paris. Agibou Koulibaly. Cet atelier qui réunit des experts nationaux et internationaux pose les bases du système
MRV. Celui-ci conçu pour mesurer, rapporter et vérifier les progrès réalisés dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre se veut un outil stratégique. Cette plateforme permettra aux parties prenantes, notamment les institutions concernées, les professionnels du climat et le grand public de suivre les émissions, les investissements et les actions d'atténuation. Le management de la banque est toujours engagé aux côtés du Mali à accompagner tout le processus dans le sens de l'atteinte des objectifs, dont cet atelier est aussi un début d'un des processus les plus importants aujourd'hui concernant les engagements internationaux du pays. L'objectif principal est de renforcer les capacités nationales pour répondre efficacement aux défis climatiques tout en respectant les engagements pris au niveau international. Le système MRV est bien plus qu'un simple dispositif technique. Il constitue en effet un pilier fondamental pour la mise en œuvre de notre CDN, assurant une gestion rigoureuse et transparente des émissions de gaz à effet de serre et des actions d'atténuation. L'objectif ultime de cette initiative est de doter notre pays d'un outil robuste qui non seulement répondra aux exigences internationales en matière de transparence climatique, mais soutiendra également nos ambitions nationales de développement durable. À travers cet atelier, le Mali franchit une étape cruciale dans sa lutte contre les effets du changement climatique. En s'acquittant d'un système MRV, le pays aspire à non seulement répondre aux attentes de l'accord de Paris, mais également à poser les jalons d'une croissance durable et résiliente. Les membres du comité régional de pilotage et de gestion des sites des personnes déplacées internes du district ont tenu leur deuxième réunion semestrielle au titre de 2024. Il s'agissait au cours de cette rencontre de faire le bilan des activités menées en faveur de ces déplacés internes du district de Bamako et de faire des propositions pour les 6 prochains mois. Boubacar Bablé Touré, compte rendu. Au menu de cette deuxième réunion des membres du comité régional de pilotage de gestion des sites des personnes déplacées internes du district de Bamako, 2 points essentiels. Le premier, le bilan des activités menées au profit des 6615 déplacés internes du district de Bamako du 1er janvier au 30 novembre 2024. Un bilan jugé satisfaisant au regard de ces actions ainsi énumérées. Il y a eu beaucoup d'activités dans les domaines de la santé, de l'hygiène, assainissement, et dans les domaines de l'éducation et dans les domaines de l'économie sociale et solidaire et également en termes d'appui alimentaire. Le second point est relatif aux actions à mener pour les 6 prochains mois. Il va falloir vraiment rechercher dans les médias un espace approprié pour vraiment relocaliser ces personnes déplacées internes et également chercher des espaces pour ceux qui sont dans les familles d'accueil. Parce que n'oublions pas que dans les familles d'accueil, il y a la proximité qui est là-bas. Les logeurs sont vraiment fatigués de leur prise en charge aussi. Au cours des mois d'octobre et de novembre 2024, il a été enregistré l'arrivée dans le district de Bamako d'un nombre important de personnes déplacées internes du cercle de Bandiangara. Le recensement a permis de compter près de 1900 personnes qui sont installées à Bankoni, en commune 1 du district de Bamako. Au terme de la rencontre, les membres du comité ont présenté la situation des sites et les familles d'accueil des personnes déplacées internes, examiné les difficultés rencontrées et proposé des solutions. Dans le cadre de la formation religieuse, le départ des 112 imams de la 5e cohorte pour le Maroc est effectif depuis hier mardi. Avant leur départ, le chef de cabinet du ministre en charge des affaires religieuses, Djigui Djibril Sissoko, est venu livrer des messages et conseils pour permettre à nos futurs imams de passer ces formations dans de bonnes conditions. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Aliou Abdoulaye Touré. Nous sommes venus leur délivrer le message du ministre pour leur demander de bien se comporter en terre marocaine et de savoir qu'ils seront les ambassadeurs. Donc tout ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas, en acte, en parole, seront vus comme c'est le Mali qui est présent là-bas. C'était le premier message. Le deuxième message, c'était leur prodiguer, n'est-ce pas, des conseils, n'est-ce pas, en termes d'études, et d'être assidus dans les études, de savoir que c'est dans le cadre de la religion qu'ils ont fait ces déplacements-là.
Donc partout et à tout moment, ils vont être pensés à leur pays, de savoir que, n'est-ce pas, le pays est là derrière eux et que nous comptons sur eux. La Fondation Bank of Africa, en collaboration avec l'entreprise médicale La Paire, tient depuis hier mardi une campagne de consultation ophtalmologique pour lutter contre les maladies de la vue au groupe scolaire Aminata Diop de Lafiabougou. Cette activité entre dans le cadre de la responsabilité sociétale de la banque. Elle s'est fixé un objectif, celui de consulter 2000 élèves en 5 jours. Daouda Kone et Solomon Djabaté étaient présents, suivant le reportage. Assetou Dambélé, élève de la 9e année A3 du groupe scolaire Aminata Diop de Lafiabougou, a bénéficié de l'expertise des ophtalmologues en poste dans son école. Je pense que c'est bien pour tous et j'ai mal aux yeux. C'est cela qui m'a motivé à participer à cet événement. Ils peuvent nous aider à bien voir au tableau en nous donnant des lunettes et nous faire savoir qu'on n'a rien à craindre. Au total, 2000 élèves auront la chance de voir quels troubles visuels ils souffrent et cela pendant 5 jours. Nous espérons qu'il y ait le moins de cas possible, mais au cas où il y a des cas, la Bank of Africa contribuera à mettre à la disposition de ces enfants des lunettes, ce qui va permettre de lutter contre les difficultés d'apprentissage et améliorer les performances au niveau des enfants. Lorsque nous avons été approchés par la Fondation BOA pour participer à cet événement, nous avons immédiatement vu une opportunité de changer de vie. Les enfants qui sont dans cette école, tester la vie de plus de 2000 enfants, leur offrir des lunettes, leur offrir des verres correcteurs, c'est plus qu'un simple geste. La responsabilité sociale de l'entreprise qui demande, et une fois que tu t'installes dans une collectivité, vous avez l'obligation de vous investir dans le social. Et ça, c'est un cas de social, le social. Et même l'économie. De l'économie, il y a même l'environnement. Cette activité appelée Belle Vision intervient après celle du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Et partons à Tombouctou où s'est tenu un meeting de soutien aux autorités régionales pour le choix judicieux des membres de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou. Occasion pour les légitimités traditionnelles de renouveler leur soutien indéfectible à la transition et au président Iya Tandina, compte rendu. C'est à la faveur des meetings géants organisés par l'association Tombouctou Soutient la Transition que toutes les forces vives de la région se sont mobilisées autour des autorités régionales. Il s'agit pour les organisateurs d'exprimer leur reconnaissance et apporter leur soutien indéfectible aux autorités régionales et nationales. Des déclarations de soutien relatives au choix des membres de la délégation spéciale du Conseil régional et le soutien des légitimités traditionnelles au président de la transition pour avoir accordé les indemnités forfaitaires annuelles aux légitimités traditionnelles. Le président de l'association Tombouctou Soutient la Transition, Mamadou Dramé Di Petit, a remis main à main aux représentants du gouverneur la déclaration. Vous avez fait preuve de soutien, un véritable soutien. C'est ce qu'on vous demande. Quand les autorités posent une action, il faut soutenir les autorités dans toutes les actions. Cela démontre votre force, cela démontre également votre courage. Cela ne nous a pas surpris. Nous remercions l'ensemble de la population de Tombouctou pour leur soutien indéfectible à l'endroit des autorités de la transition sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. J'ai pris bonne note de la déclaration faite. Inch'Allah, je me ferai le devoir de transmettre à qui de droit. Ce meeting de soutien a été un véritable événement festif sous le son de la musique du terroir et des artistes locaux. Chants et danses ont donné un cachet particulier à ce meeting. Dans la région de Douanza, les sous-préfets des nouveaux arrondissements de la localité ont reçu plusieurs matériels et équipements. Il s'agit entre autres d'ordinateurs, de téléviseurs, de tables bureautiques et accessoires. Le don est du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il a été remis par le gouverneur de la région, Agali Ag Inamoud Yatara. Des détails avec Soumou Aïdara.
Un nouveau souffle pour les nouveaux arrondissements de la région de Douanza. Les sous-préfets de ces unités administratives récemment créées ont été dotés d'équipements et de matériel de travail. Parmi ceux-ci figurent des ordinateurs, des téléviseurs, des tables bureautiques, des fauteuils, ainsi qu'un ensemble d'équipements destinés à assurer un bon démarrage des activités dans ces arrondissements. Ce matériel qui, à coup sûr, va nous aider vraiment dans l'exercice de notre mission, qui est le travail pour les populations. C'est le gouverneur de la région qui a remis les lots offerts par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Cette remise concerne des ordinateurs bureautiques, des imprimantes, des tables, des bureaux. Nous remercions donc les ministres de l'administration territoriale pour cette donation qui va non seulement contribuer pour améliorer la qualité du travail, mais aussi améliorer leurs conditions de travail. À cet effet, je demande vraiment aux intéressés de prendre soin de ces matériels afin vraiment qu'ils les servent dans le temps et tout en l'utilisant aussi à bon escient. Selon le gouverneur de la région de Douanza, ce geste illustre l'engagement du gouvernement à doter les structures locales de moyens nécessaires pour accomplir efficacement leur mission au service de la population. L'ambassadeur du Mali à Washington, Sékou Berté, et les chargés d'affaires du Burkina et du Niger ont procédé le jeudi 2 janvier 2025 au département d'État à la signature du livre de condoléances pour rendre hommage à James Earl Carter, ancien président des États-Unis. Ces diplomates de la Confédération des États du Sahel ont, au nom des plus hautes autorités de leur pays, présenté les condoléances au peuple américain ainsi qu'à la famille de l'illustre disparu et salué la mémoire du président Carter, homme d'État, humaniste et lauréat du prix Nobel de la paix qui a beaucoup contribué à l'éradication du ver de Guinée au Mali et en Afrique. Parlons d'abord de ce tollé au Sénégal et au Tchad après les propos du président français sur certains pays africains. Les deux pays dénoncent un discours méprisant et appellent Emmanuel Macron à apprendre à respecter le peuple africain. Ibrahim Traoré. Les réactions n'ont pas tardé à N'Djamena et à Dakar face aux propos jugés condescendants du président français sur l'Afrique. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko affirme clairement que le départ annoncé des militaires français du territoire sénégalais résulte d'une volonté du Sénégal et non d'une quelconque négociation avec la France. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté. En tant que pays libre, indépendant et souverain, constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Emmanuel Macron se trompe d'époque, réagit le président tchadien qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Pour cet analyste politique, la France travaille à isoler l'AES et cette stratégie de Macron est finement réfléchie pour semer le doute. Il invite les Africains à être encore plus stratégiques face au jeu français. Le discours d'Emmanuel Macron est un discours empreint de pièges de manipulation à mon sens.
Vous n'êtes pas sans savoir que depuis que les pays de l'AES ont demandé le départ des forces françaises et que la France rencontre beaucoup de difficultés dans cette partie de l'Afrique, la France est en colère, elle est dans une colère noire contre cette nation. Donc, elle a travaillé à différents complots pour pouvoir porter atteinte à l'intégrité territoriale d'au moins l'une de ces nations, sans succès. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut trouver comme nouvelle stratégie? Il faut adopter une stratégie d'isolement. Il faut les isoler. C'est le mois dernier que le Sénégal et le Tchad ont annoncé le départ des militaires français de leur sol. Une décision certainement à la base de toute cette polémique. Et évoquons la guerre de communication que livrent les médias français contre le Niger qui ne faiblit pas. Tout récemment, c'est la télévision France 24 qui s'est livrée à un exercice de désinformation sur la situation économique du Niger en dressant un tableau sombre sur cette économie, pourtant restée dynamique malgré l'embargo de la CEDEAO. Commentaire Ousmane El Ibrahim et Moussa Maman Magagi. À propos de l'exploitation pétrolière, cette dernière n'a jamais connu de perturbations majeures qui pouvaient affecter ses activités. Les facteurs exogènes sur lesquels s'est basé France 24 pour affirmer une quelconque rupture d'approvisionnement de Niamey en hydrocarbures n'ont été que d'une courte durée, comme le confirme le directeur général de la SONDEP. En 18 mois, figurez-vous, il y a deux situations qui s'étaient créées. Une première, pendant la saison hivernale, où le pont des Soreilles là était cassé et les stations de service avaient du produit. Elles ont tenu jusqu'à 8 jours, 9e jour. En ce moment, le ministère de l'Équipement a pu mettre de l'ordre et a réhabilité le pont. Premier jour, 70 citernes qui sont rentrées à partir du dépôt. Deuxième jour, 60 citernes. Troisième jour, 50 citernes qu'on a fait rentrer dans la ville de Niamey. Ça, on peut appeler ça à la limite catastrophe naturelle. Ce n'est pas une rupture. Deuxième élément, c'est tout récemment, une seule journée de rupture. Comme j'ai dit, la chaîne d'approvisionnement, souvent il y a des hauts et des bas, ce qui a été même aplani autour du ministre. Ça là, c'est rentré dans l'histoire. En ce lundi 6 janvier 2025, au niveau du dépôt pétrolier de Soreilles, plusieurs citernes sont en instance d'être servies et certains qui le sont déjà sortent du dépôt pour ravitailler les stations-service de la ville. Ce tableau journalier dressé par le directeur des dépôts fait la situation des livraisons effectuées. Par rapport à la situation économique dans son ensemble, des données officielles fournies par le ministère des Finances font état d'une croissance de 8,8% en 2024 contre 2,4% en 2023. Par rapport aux inondations, certes, il y a eu des dégâts matériels et des pertes en vies humaines, mais l'État, en toute souveraineté, a pu faire face aux conséquences de ces inondations avec ses propres moyens à hauteur de 12 milliards de francs CFA sans recourir à l'aide internationale. En outre, les effets de ces inondations ont été en quelque sorte atténués par l'abondance des récoltes à l'issue de la campagne agricole. Avec de tels résultats atteints en 2024, comment parler d'une faillite économique d'un État ? Comment parler de faillite économique d'un État qui a assuré et continue d'assurer toutes ses dépenses de souveraineté ? Comment parler de faillite économique d'un État où aucun citoyen ne fouille dans la poubelle après la fermeture des marchés pour assurer sa subsistance? Comment parler d'une faillite d'un État qui est en bon terme avec toutes les institutions financières internationales qui lui reconnaissent des progrès certains dans sa gouvernance économique? Seuls les médias français dont la ligne de conduite est basée sur le déni de la réalité et la désinformation sont capables de le faire, mais leurs limites objectives seront dévoilées par les faits au fil du temps. Durant son séjour hier à Accra, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est entretenu avec ses compatriotes vivant au Ghana. Les échanges ont porté essentiellement sur la vie de la nation et les conditions de vie de la diaspora burkinabé. Des échanges jugés fructueux, nous dit Bienvenue Taonsa. Il était très attendu. Le capitaine Ibrahim Traoré est enfin là pour ce premier face-à-face avec les Burkinabés vivant ici au Ghana.
Venu assister à l'investiture du nouveau président John Dramani Mahama, cette rencontre pour le président du Faso était tout aussi importante. Une occasion pour lui de communier avec ses compatriotes, de les entretenir sur l'état de la mère patrie, mais surtout de les remobiliser autour des intérêts communs. Sur les nouvelles du pays, le chef de l'État se veut rassurant. La guerre contre le terrorisme s'est intensifiée et la victoire est à portée de main. Aujourd'hui, plus que jamais, nos forces armées vont où elles le souhaitent. À l'instant où je vous parle, il y a plusieurs opérations à travers plusieurs groupements et nous sommes en train d'infliger des pertes colossales à l'ennemi et de repousser petit à petit hors du Burkina Faso. Cette bataille, cette guerre, nous allons la gagner et nous allons vaincre l'impérialisme qui a activé ce terrorisme dans notre région. Message reçu. Le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe peuvent compter sur ces hommes et femmes prêts à y mettre du leur pour que la victoire contre les forces du mal soit éclatante. La diaspora burkinabé au Ghana est constituée d'inconditionnels BDP sur qui vous et toute la nation peuvent compter. Notez que nous, diaspora burkinabé vivant au Ghana, nous sommes au-delà du concept BDP. Pour nous, c'est un devoir de défense de la patrie. Soutenir la mère patrie, mais aussi son pays d'accueil, c'est le souhait du président du Faso, pour qui ces Burkinabés y ont intérêt. Je souhaite que vous puissiez accompagner le président John Mahama. La tâche sera difficile. Il y a des défis certainement à venir sur le plan sécuritaire, sur le volet économique. Je souhaite que vous puissiez accompagner les forces de défense et de sécurité du Ghana autant que vous pouvez. Soutenez-les comme si vous étiez en train de soutenir les forces armées burkinabées. Avant de regagner Ouagadougou, deux doléances sont posées au chef de l'État. Faciliter à ces Burkinabés l'obtention de documents d'identité et de nationalité et leur accorder des facilités pour qu'ils participent mieux à l'essor de l'économie nationale. C'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité ce soir. À suivre après cette édition, un magazine sur l'inauguration de l'usine de lithium de Goulamina par le président de la transition, chef de l'État, général d'armée, Assimi Goïta. Merci de nous avoir suivis et passé de bons moments de télévision.